Qui est maintenant à Hong Kong Non, 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 je suis ici. Je suis ici, regarde. Donc j'ai trois choses à dire. D'abord, je parlerai en français, mais the slides are in English. La deuxième, il n'y a rien de nouveau dans ce que je vais dire. C'est à la demande de Vincent. Et la troisième, à l'issue de l'exposé, je m'enfuirai comme un voleur parce que c'est le pique-nique annuel de Cachan. Donc il faut absolument que je vide les bouteilles là-bas. Donc le but de cet exposé, c'est peut-être de fixer un peu les idées. Je ne sais pas quel est le but sur les connexions entre d'anciens travaux mathématiques de la fin du 19e siècle et ce qui se passe aujourd'hui dans beaucoup de domaines de physique. C'est le plan. Donc je vais raconter l'histoire de la genèse de Pinlevé-6. Et ensuite, je présenterai deux aspects complémentaires de cette recherche. La première, c'est l'école de la fin du 19e siècle, qui était d'essayer de définir de nouvelles fonctions en vue d'intégrer les équations différentielles. La deuxième, c'est celle qui est très en vogue aujourd'hui, mais j'insisterai sur le fait qu'elle n'est que suffisante. C'est les déformations isomonodromiques d'équations linéaires. Et puis, j'ai préparé divers sujets. Ça dépend un peu des centres d'intérêt de l'audience. La courbe spectrale, c'est toujours un peu excitant. Et surtout, les fonctions taux, dont je dirais beaucoup de bien. Et les Hamiltoniens. Et enfin, ça là pour fixer les idées, quels sont les ingrédients minimaux d'un problème de physique afin que sa solution mette en jeu des équations de Pinlevé. Alors l'histoire de la découverte de Pinlevé-6, c'est essentiellement une succession d'occasions manquées. C'est-à-dire en 1867, Bonnet a rencontré la fonction taux de Pinlevé-6, mais ne l'a évidemment pas reconnue. C'était l'équadif d'ordre 3, satisfaite par la courbure moyenne des surfaces dites de Bonnet, dont j'ai parlé ici il y a un an à peu près, qui sont les surfaces applicables donc, sur une surface donnée, c'est-à-dire conservation du DS2, et qui partagent les mêmes rayons de courbure principaux avec la surface appliquée. Donc, à l'issue d'un petit calcul tout simple du point de vue de Bonnet, mais quand même bien amené, il a mis la main, sans la reconnaître, sur la fonction taux de Pinlevé-6. Ensuite, Picard a trouvé la Pinlevé-6, mais sans aucun de ces quatre paramètres. Je dirais comment. Et il y a eu ensuite deux occasions manquées. La première, c'est Roger Liouville. Non, c'est là. La première, c'est Roger Liouville. Il s'est mis en tête de classer les équations de cette classe où la dérivée seconde est un polynôme de degré 3 qui sont invariantes par changement simultané de la variable dépendante et indépendante. C'est-à-dire U égale une fonction des nouveaux et variable indépendante égale une autre fonction des nouveaux. Donc cette classe n'a pas la propriété de Pinlevé, dont je vais parler plus tard, quand le coefficient cubique est non nul. Et il existe un invariant absolu, c'est-à-dire qui est conservé par la transformation,
qui est un invariant différentiel d'ordre 5, d'ordre différentiel 5. Disons, c'est un polynôme différentiel d'ordre 5 dans les coefficients AJ. Et pour une raison, il faudrait que j'aille regarder plus précisément, quand cet invariant absolu est nul et qu'un autre invariant relatif cette fois, qui note W1 est nul, il a écarté cette classe. Banque de Pau, c'est la classe qui contient toutes les fonctions de Palvé. Donc si Roger Liouville, qui est un parent de Joseph, n'avait pas écarté cette classe, il aurait mis la main sur Palvé 6. Et c'est ce qu'ont fait deux Russes, puisque c'était en 99, qui ont remarqué cette faille dans les travaux de Roger Liouville et qui ont exhibé toutes les fonctions de Palvé qui sont là-dedans. Ensuite, en 1898, je sais que c'est très, très délicat d'oser émettre une critique sur Palvé, mais pour une raison que je n'ai pas pu élucider, s'il y a des matheux qui veulent se pencher sur la question, voici les références dans les comptes rendus. Il a fait une énumération correcte de tous les types possibles des équations de cette classe, où 3 se transforme en 2, qui possiblement n'auraient pas de mauvaise singularité, c'est ce qu'on appelle la probabilité de Palvé, que je vais définir plus tard, et pour une raison que je n'ai pas trouvée, il a affirmé, sans preuve, que la fonction qu'avait trouvée Picard en 1889 ne possédait pas de paramètres supplémentaires. Donc c'est la deuxième occasion manquée. Et puis, 10 ans avant le début de la Première Guerre mondiale, donc à une période de forte tension entre les Allemands et les Français, Richard Fuchs a trouvé, par une autre méthode que celle que recherchait l'école de Palvé, il a gagné le gros lot par de méthodes que je vais décrire plus tard. Mais sa démonstration n'était, comme je viens insister, que suffisante. Et c'est Gambier qui a fini le boulot en disant que les 4 paramètres ajoutés par Richard Fuchs, ne possédaient pas d'autres. Il n'y avait pas possibilité d'en ajouter davantage. Excusez-moi. Donc ça, c'est l'histoire. Alors, tout ça, c'est du vieux, ce que je raconte. Donc, au milieu du 19e siècle, il y avait un problème très en vogue, réputé très difficile, principalement promu par Lazarus Fuchs, le père de Richard, et Henri Poincaré, qui était d'essayer de définir de nouvelles fonctions comme la solution générale d'équations différentielles algébriques. Alors il y a un fait, si on se penche un peu sur l'intégration des équadifs, c'est que chaque fois qu'on réussit à intégrer, il faudra encore définir ce qu'on appelle intégrer, l'expression fermée, on refuse les séries, l'expression fermée qui matérialise l'intégrale générale, la solution générale, est construite à partir de solutions d'équadifs d'ordre inférieur. C'est-à-dire ou bien de linéaire d'ordre quelconque, ou bien non linéaire d'ordre inférieur ou égal. C'est une observation. Et les fonctions, qu'on appelle fonctions spéciales, ce qui est un très mauvais terme, on peut les ranger en 3 sous-ensembles disjoints. Celles qui obéissent à une équadif linéaire et qui sont inintéressantes en ce sens que toute solution d'équadif linéaire est uniformisable. Donc linéaire, c'est le cas simple. Celles qui obéissent à une équadif non linéaire, et à cette époque-là, la seule qu'on connaisse, c'était la fonction elliptique. Et celles qui obéissent à aucune équation, c'est difficile à prouver que ça obéit à aucune équation. Il y a la fonction gamma de l'air, ça a été prouvé par Hölder en 1886. La fonction de Riemann, j'ai vu traîner une preuve quelque part aussi, mais je n'ai pas de référence.
Et donc le problème très en vogue, c'était peut-on étendre cet ensemble d'une manière systématique? Alors la solution a été apportée par Painlevé juste après ses leçons de Stockholm, en 1898 à peu près, en inventant une méthode fort ingénieuse, qui est la méthode dite alpha, qui est la même conceptuellement que celle qui a permis à Poincaré de prouver que le problème des trois corps est non intégrable. Si on introduit dans le problème des trois corps le Soleil, la Terre et la Lune, il y a un petit paramètre qui est la masse de la Lune rapportée à la masse du Soleil. Et ce petit paramètre est dans les équations du mouvement. Painlevé a introduit un petit paramètre de l'extérieur, qui a étant donné une équadif dont on se demande si elle est capable de définir une nouvelle fonction. Il introduit de manière artificielle un petit paramètre, mais une fois qu'il est introduit, c'est identique au calcul de Poincaré. Donc grâce à cette méthode fort simple et fort ingénieuse, il a pu torcher tout le deuxième ordre, à part le fait qu'il a oublié quelque chose. Alors le résultat de cette méthode fort simple, c'est que si on considère les équadifs non linéaires d'ordre 1, alors à ce moment-là, on cherche de nouvelles fonctions, je vous le rappelle. Donc il faut définir ce qui est le vieux. Donc, quand on est en train de traiter le premier ordre non linéaire, le vieux, c'est par définition ordre quelconque non linéarisable, ordre quelconque linéaire. Et le résultat de la recherche de nouvelles fonctions, c'est il y en a une et une seule, c'est la fonction elliptique. Alors manque de peau, Weierstrass et Jacobi étaient déjà passés par là. Sinon, c'est à cet endroit-là qu'elle aurait été découverte, la fonction elliptique. Au deuxième ordre différentiel, ce qui est vieux, c'est tout ce qui est linéarisable et tout ce qui est elliptique. Et le résultat de calcul assez monstrueux, mais sans difficulté théorique, la difficulté n'est que pratique, c'est qu'il sort 6 fonctions égale équation. Je rappelle que dans cette recherche, où on cherche à définir une nouvelle fonction par une équation, il y a identité entre la notion fonction et la notion équation. Et donc il y a 6 fonctions qui sortent, une fonction maîtresse, 6, et 5 dégénérescences numérotées historiquement de 5 à 1. Aux ordres supérieurs, à l'ordre 3, on ne trouve rien. À l'ordre 4, il y a 5 candidats qui ont toutes les bonnes propriétés requises, sauf qu'on n'a jamais été capable de prouver l'irréductibilité. Donc voici par exemple la réduction du premier membre au-dessus de KdV, dans la hiérarchie de KdV. C'est cette équadif d'ordre 4, non autonome, elle dépend explicitement de la variable indépendante. Et on a été incapable jusqu'à ce jour de prouver si elle est réductible ou pas. La difficulté est très simple à comprendre. Si je considère cette fonction-là, u égale u1 plus u2, où u1, c'est une première copie de Painlevé 1, et u2, une deuxième copie de Painlevé 2, si j'élimine u1 et u2 entre ces trois équations, il faut dériver tout ce qu'il faut, je vais construire artificiellement une équation d'ordre 4 pour u, qui aura toutes les bonnes propriétés, s'il n'y a aucune mauvaise singularité dans des coins sombres, qui sera d'ordre 4 et qui sera par construction réductible. Donc la question de l'irréductibilité est difficile. C'est une spécialité japonaise, hein, Umemura et compagnie. Alors voici Painlevé 6. Quand Picard a mis la main dessus en 1889, il l'a qualifié de curieuse. Alors j'insiste seulement sur le fait qu'il y a identité entre équation et fonction. De même que l'exponentielle, la fonction exponentielle, on peut la caractériser par l'équation u' égale u. De même, la fonction Painlevé, c'est celle-là. Sa propriété par construction, c'est que sa solution générale est uniforme, sauf aux singularités qui apparaissent dans l'écriture de l'équation, qu'on qualifie de fixe.
par opposition à mobile qui dépendent des conditions initiales. Donc j'insiste absolument sur, il y a identité entre équation et fonction. Quand vous voyez quelqu'un qui vient vous dire, ah c'est très bien la troisième équation de Pinlevé, mais où est sa solution? Je n'ai jamais vu écrite. C'est un non-sens. Donc à nouveau, la beauté de Pinlevé 6, c'est que c'est l'unique équation d'ordre 2 définie par une équation, c'est l'unique fonction nouvelle définie par une équation algébrique d'ordre 2. Bon, l'écriture, vous avez remarqué comment elle est moche. Donc, la belle écriture, à nouveau, est due essentiellement à Picard. Picard, c'est là, c'est dérivée seconde égale 0. C'est-à-dire, quand on fait cette transformation ponctuelle sur les coordonnées minuscules, qui sont coordonnées rationnelles, vers des coordonnées majuscules définies par égalité des deux birapports qui sont à gauche avec le birapport à droite de Weierstrass et des 3 zéros de P', et que l'on prend comme nouvelle variable indépendante le rapport des deux périodes de Weierstrass, alors P6 a une écriture hamiltonienne, avec un hamiltonien qui dépend du temps. Cet hamiltonien, c'est la somme de 4 fonctions de Weierstrass. 4, ce n'est pas anodin, c'est le nombre de demi-périodes. C'est directement hérité de Briot et Bouquet, tout ça. Et le Pinlevé 6, c'est donc l'équation de Hamilton associée à cet hamiltonien dépendant du temps. Donc les 4 demi-périodes dépendent explicitement de la variable indépendante. Donc il y a 4 paramètres. 4 paramètres, et 4 seulement. Avec une très belle symétrie de permutation. Si on fait une translation de l'origine arbitraire de grand U, il y a invariance par permutation. Alors cette invariance par permutation, il faut la conserver. Pour raison, hélas, suivie par beaucoup de gens, Jimbo et Moual l'ont violée, et ça crée le bazar quand on cherche à comparer des articles. Okamoto, lui, la conserve. Alors, donc la sixième, la voici, et maintenant c'est un jeu d'enfant par la dégénérescence classique, Weierstrass devient une fonction rationnelle d'une exponentielle, c'est-à-dire quand 2 des 3 zéros, E1, E2, E3 coïncident, Weierstrass devient cotangente carrée, des choses comme ça. Donc le 6 devient quelque chose qui dépend, dont les coefficients sont rationnels en une seule exponentielle. Il y a une deuxième dégénérescence où on est encore rationnel en une deuxième exponentielle. Et après la dégénérescence suivante, quand les 3, E1, E2, E3 sont égaux, c'est rationnel tout court. Donc les deux dernières sont rationnelles. Alors vous voyez que la numérotation, elle, est irrationnelle. En ce sens que il y a eu un choix historique malheureux qui fait qu'il aurait mieux valu permuter 3 et 4. Voilà. Maintenant, c'est gravé dans le marbre. Donc maintenant, la méthode suffisante qui a été... Bon, le transparent suivant racontera un peu l'historique. Donc c'est le coup de tonnerre de Richard Fuchs en 1905. Mais en voici le principe, qui se trouve dans Schlesinger, essentiellement. Alors Schlesinger, c'est une affaire de famille, hein, c'est le beau-frère de Richard Fuchs. Et Richard Fuchs commence son papier des comptes rendus, continuant les travaux de mon père, etc. etc. C'est très, très familial. Donc si on considère une équadif linéaire, on va en faire sortir un objet non linéaire. Donc on prend une équadif linéaire, on lui colle un nombre suffisant de pôles simples, et donc ça c'est en notation matricielle. Et si l'on fait un circuit fermé autour d'une des singularités, d'un des pôles de T, les solutions sont permutées. Donc il existe ce qu'on appelle une matrice de monodromie, qui en court une seule fois, qui fait que la matrice des solutions est transformée en elle-même que multiplie à droite une certaine matrice dite de monodromie.
Et par définition, ce qu'on appelle déformation isonomodromique, c'est toute déformation des anus qui préserve les matrices, l'ensemble, toutes les matrices de monodromie. Alors l'intérêt de cette notion, qui a très bien été explicité par Poincaré en 1883, c'est que les résidus doivent obéir à un système complètement intégrable de dp, non linéaire. Donc, à partir d'une notion linéaire, on engendre une notion non linéaire. Et par exemple, si n égale 3, c'est-à-dire si on colle 4 pôles, tous les coefficients, si on sépare la dépendance en t de tous les coefficients de cette fonction t vers a de t, l'ensemble des a, sont des fonctions uniformes du birapport, sauf en 3 points, qu'on peut mettre par convention là où on veut. Alors voici l'historique de l'isomonodromie. C'est encore une succession de, pas d'occasion manquée, mais je qualifierais presque de fainéantise. Poincaré a fait la théorie en 1883, mais n'a pas fait le boulot. Il a compté, il a très bien compté, il a pris une équatif d'ordre quelconque, P, il a collé un nombre quelconque de singularités de Fuchsienne, N, et il a compté la condition de rigidité ou d'absence de rigidité. Allait-il sortir quelque chose ou non. Et par exemple, pour une équation linéaire d'ordre 2, en collant 3 plus 1 singularité, 3 pôles, 3 plus 1 pôle, il a trouvé que c'était rigide, sauf si on ajoutait une singularité apparente. Ça, c'était le cas scalaire. Mais il n'a pas fait le boulot. Le boulot a été fait par Richard Fuchs en 1905. Il a visiblement bien lu Poincaré. Il a pris P égale 2, N égale 3, une singularité apparente, et il a gagné. Pareil pour le cas matriciel. Schlesinger a fait toute la théorie. Il a pris une matrice d'ordre 2. Il a mis également 3 plus 1 singularité fuchsienne. Il a compté. Il a trouvé qu'il n'y avait pas besoin de mettre une singularité apparente. Mais il n'a pas fait le boulot. Et le boulot, c'est Jimbo et Niwa qui l'ont fait en 1981. Ils ont pris l'hypothèse de Schlesinger. Ils n'ont pas rajouté de singularité apparente, et ils ont trouvé que dans ce qu'on appelle maintenant la paire de l'axe, que la matrice M 2 par 2, le 1, 2 ou le 2, 1, c'est pareil, a un seul zéro dans le plan complexe T, et cet unique zéro obéit à une équadif qui est pas le V6. Mais tout ça, c'est comme je l'ai dit au début, c'est du suffisant. Oui. U de x. La variable dépendante, c'est la singularité apparente. Et la variable indépendante, c'est le birapport qui se trouve être, quand on choisit bien les 3 autres points, égal à la variable lui-même. Et naturellement, tous les autres coefficients sont des transformés algébriques de Palm-V6. Essentiellement, les autres coefficients sont des objets très intéressants qui sont la fonction tau, ou l'hamiltonien. Voici le détail du boulot qu'a fait Fuchs. C'est très bien expliqué dans Mahou. Donc on prend une équadif du second ordre, on enlève le terme du premier ordre qui gêne, et donc nécessairement elle doit avoir, on colle 4 singularités, l'infini 0, 1, x, l'infini 0, 1, x, et une singularité apparente. Donc le coefficient grand D, je crois que c'est 3/4, quelque chose comme ça. Donc on définit 4 constantes et 3
les variables minuscules, petit a, petit b, petit c, petit d, fonction de x à trouver. On exige l'isomonodromie et on va trouver que les 5 paramètres a, b, c, d, u, considérés comme fonction du birapport, sont méromorphiques plutôt c'est dans l'hypothèse, sont méromorphiques là-dedans, et on va trouver tous obéissent à une équadif du second ordre, mais pour 4 d'entre elles, cette équadif n'est pas agréable, parce qu'elle a un degré 2 dans la dérivée seconde. Ça, c'est pour les coefficients A, B, C, D, qui essentiellement vont être l'hamiltonien de Palvey-6. C'est-à-dire la dérivée logarithmique de la fonction tau. Et il y en a une seule qui obéit à une équadif du second ordre, où la dérivée seconde apparaît au degré 1. Donc c'est celle-là qu'on a choisie par convention pour être Malvey-6. Sinon, il n'y a pas de raison de ne pas choisir les autres. C'est un argument de simplicité. Alors j'insiste, c'est très élégant, c'est beaucoup plus élégant que la méthode lourdingue de Poincaré, Fuchs, Fuchs l'ancien et Palvey, mais ce n'est que suffisant. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune preuve qu'on ne peut pas ajouter un paramètre là-dedans et engendrer une Palvey-6 à 5 paramètres. Alors la preuve, je l'ai dit historiquement, ça a été établi par Gambier qui a prouvé qu'on ne pouvait rien ajouter de plus. Ça, c'était dans le résumé, j'ai mis une bêtise. Dans le résumé, j'ai mis que la courbe spectrale, dont la définition est celle-ci, où grand M, c'est petit t, c'est le paramètre spectral, x, la variable indépendante. Dans la courbe spectrale, c'est le polynôme caractéristique de la matrice M. J'ai mis dans le résumé que c'était toujours 1, que c'est toujours de genre 1. C'est génériquement de genre 1. Donc voici la courbe spectrale. Le mu qui est à gauche, il est... Donc il y a un mu carré plus un polynôme de degré 4 en t. Donc c'est effectivement de genre 1 génériquement, mais s'il y a un 0 double dans le polynôme de degré 4, c'est le genre chute à 0, et vous voyez que ça va être une condition portant uniquement sur U', U et X. C'est-à-dire une équadif d'ordre 1. Donc c'est nécessairement une solution non transcendante. Donc l'exigence que le genre soit nul entraîne que la solution U en question est non transcendante. En voici une qui a été trouvée, je ne sais pas par qui. Elle traîne partout, mais j'avais trouvé qui c'est qui l'a trouvée. Donc celle-ci, elle existe toujours pour ce jeu de paramètres, les 4 θ égaux à ceci, mais pour rendre le genre égal à 0, il faut en plus cette condition. Donc ça, c'est juste pour corriger l'affirmation fausse que j'ai mise dans le résumé. C'est génériquement, c'est pas toujours. Et je crois que le genre égal à 0, c'est... Si le genre est 1, c'est beaucoup plus difficile de faire ce que tu manœuvres. C'est ça le... Enfin, je m'aventure peut-être. Maintenant, je vais parler un peu des fonctions tau. Alors pourquoi tau? Je pense que c'est simplement quelqu'un qui savait le grec. La définition d'une fonction tau, c'est un objet qui a les mêmes singularités que la solution générale d'une équation linéaire. C'est-à-dire qu'il n'a aucune singularité mobile, qu'il y a seulement des zéros mobiles. Comme par exemple la fonction sigma de Weierstrass. La fonction sigma de Weierstrass, c'est Weierstrass Alors, si on réussit à mettre la main sur une fonction tau, par construction, ça prouve la propriété de Palvey. C'est-à-dire sa dérivée logarithmique n'aura que des pôles mobiles. Donc les singularités mobiles, c'est-à-dire en vue de construire la fonction tau, il faut d'abord recenser les singularités mobiles de Palvey-6. Alors il y en a un peu partout.
vu l'invariance par homographie de Pain V6, il y a quelque chose qui va se comporter en x moins x0. Il y a quelque chose qui va se comporter également en 1 sur x moins x0. Il y a 1 sur u moins 1 et 1 sur u moins x, etc. Donc, et là, c'est plus ou moins. Donc, Pain V6 a 8 pôles mobiles simples. Et on veut les tuer. Si on veut construire une fonction rationnelle de u, u' et x qui n'admettent que des pôles simples de résidu 1 ou résidu 2. De manière à ce que la primitive logarithmique n'est que des zéros multiples. Alors, Pain V en a construit en 1906, mais il se trouve que la fonction tau qu'il a construite ne se rencontre jamais en physique ni en géométrie. Ça manque de peau. Alors, et de plus, cette fonction tau, la d de log de tau, obéit à une équadif d'ordre 2, évidemment, mais de degré 4. C'est-à-dire la fonction tau de Pain V, qui est celle-ci, obéit à une équadif de degré 4. Ça a fortement déplu à Chasy. Il a cherché à faire chuter ce degré le plus possible. Il ne pouvait pas le faire chuter à moins que 2, mais il a construit avec du degré 2. Et pour ça, il a très légèrement corrigé la fonction tau de Pain V, qui avait 2 pôles. Il l'a changé en quelque chose qui a un seul pôle. Et la fonction tau de Chasy, on la rencontre partout. On rencontre la courbure moyenne des surfaces de Bonnet, dans les blocs conformes, dans l'interaction des 3 ondes en physique, dans les matrices aléatoires, etc. On la rencontre vraiment partout. Et sa propriété, c'est elle a toujours, c'est-à-dire quels que soient les 4 paramètres, elle a toujours un seul pôle de résidu 1. Donc sa primitive logarithmique a un seul zéro mobile. Alors ce que 99% des gens appellent la fonction tau de Jimbo-Emiwa, c'est celle de Chasy. Alors, voici la fonction tau de Chasy. Chasy l'a écrite dans un esprit de confluence, il l'a écrite avec les fonctions elliptiques, c'est équadif. Okamoto l'a écrite dans un esprit de trouver les invariances de Pain V6. Donc il l'a écrite d'une manière magnifiquement symétrique qui fait apparaître 4 objets N1, N2, N3, N4 où il y a une invariance par permutation. Donc l'hamiltonien et la fonction tau, c'est à peu près pareil, hein, c'est défini par ces relations. Plus précisément, historiquement, l'hamiltonien de Pain V6, tel que découvert par Malmquist, c'est exactement la dérivée logarithmique de la fonction tau de Chasy. Ça, c'est une observation. Inversement, les Japonais adorent définir la fonction tau à partir d'un hamiltonien. Mais il existe des hamiltoniens dont la primitive logarithmique n'est pas une fonction tau. Donc il faut être prudent là-dessus. Les bons hamiltoniens ont cette propriété, mais il existe de mauvais hamiltoniens. Et enfin, l'invariance magnifique de la fonction tau de Chasy a été dévoilée par Okamoto, ceci, et ça lui a permis de trouver une seconde invariance cachée. La première invariance, c'était permutation des 4 points singuliers, qui était donc permutation des 4 θ carrés. Et la deuxième invariance, c'est permutation des 4 NJ. Donc quand on combine ces deux, on met la main sur la transformation élémentaire qui conserve P6. En maintenant un tout petit peu de physique, hein, je suis moins familier. Qu'est-ce qui fait que, étant un problème de physique, on va sans doute, les fonctions de Pain V vont surgir.
Ben, il y a 3 ingrédients de bon sens. D'abord, il faut de l'uniformité. Uniformité, ça se traduit par unicité. Disons, en termes de changement de phase, à une température donnée, il ne faut pas qu'il y ait 2 phases qui coexistent. Ensuite, il faut une certaine condition d'intégrabilité. Alors c'est ou bien l'invention très ingénieuse de Dubrovin, ou bien les propriétés dont on discutait avec Philippe là, des polynômes de Laurent, ou bien n'importe quoi. Enfin, s'il y a une condition d'intégrabilité forte dans la sauce, il y a de l'espoir que ça s'intègre. Et enfin, il faut surtout qu'il y ait des équadifs quelque part. Alors, il y a deux cas classiques. Si le problème de physique, c'est d'abord une PDE avant d'être une ODE, à ce moment-là, toute réduction qui conserve l'ordre différentiel, toute réduction à une ODE qui conserve le différentiel, va engendrer une équadif qui n'a aucune mauvaise singularité. Donc si elle est non autonome, génériquement, ça va être une palmée. Une deuxième industrie qui engendre ce genre de résultats, c'est les matrices aléatoires. Dans les matrices aléatoires, il y a une équation linéaire intégrale sous-jacente. Donc il y a une notion de noyau. Ce noyau est, je l'ai toujours vu exprimé à l'aide de fonctions que les Japonais appellent classiques, c'est-à-dire ou bien des fonctions rationnelles ou bien des solutions d'équations linéaires, Airy et compagnie. Jamais en fonction de Painlevé. Donc il y a un noyau et il y a la résolvante de ce noyau. On calcule la résolvante de ce noyau et la résolvante de ce noyau obéit par une machinerie mise à jour par ou bien l'école soviétique ou bien l'école américaine en un ensemble d'équations différentielles non linéaires couplées qui est affreux pour les non-initiés, mais si on lit soigneusement les bons auteurs, ce qui est très facile à intégrer, et qui génériquement s'intègre. Si on tournait pas le Tracy-Widom, où ils n'ont intégré que la moitié, ça s'intègre. S'ils avaient lu Chazy, ils auraient tout intégré. Voilà. Donc les ingrédients, le premier ingrédient, c'est naturellement qu'il y ait une équation différentielle dans un coin. Et de l'uniformité, quelque part. L'intégrabilité va suivre l'uniformité. C'est un peu équivalent. Là, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais raconter. Les œuvres impérissables de Bonnet sont sur Internet, pour ceux qui veulent y accéder. La thèse de Chazy fourmille de résultats. Il faut la lire et la relire, il y en a de partout. Ça, le troisième papier, là, j'en ai déjà parlé, c'est la bonne paire de l'axe de Painlevé 6, en ce sens, celle qui est issue des travaux de Bonnet. Ça, c'est un bouquin qui collecte les méthodes, qui est 10 fois moins cher en russe qu'en anglais, et qui sera sans doute 2 fois moins cher en chinois dans 2 ans. Ça, c'est le coup de tonnerre dans le ciel français. Jimo Emiwa, tout le monde le connaît ici. Tous les travaux, tous les résultats que fait Painlevé, ils les avaient annoncés là-dedans. Il avait construit toutes les méthodes qui lui ont permis de construire ça. Là-dedans aussi, c'est un papier de 7 pages, ce qui est une exception dans les comptes rendus. Généralement, au bout de 4, l'éditeur sabre. Et Zotov, je n'en avais pas parlé, Zotov a construit une paire de l'axe de Painlevé 6 en coordonnées elliptiques qui est magnifique. Et ça, on peut Bon, j'ai fini. Even in English, no problem. Quelle est la raison profonde pourquoi Painlevé apparaît derrière pratique application pour matrice aléatoire et tout ça? Est-ce que vous comprendre quelle est la raison profonde pourquoi Painlevé apparaît là-bas?
quelle propriété particulière dans le modèle qui pour ça Je ne suis pas trop capable de répondre, mais il y a certainement un élément de réponse, c'est-à-dire les éléments de matrice de la résolvante. Donc ça, c'est un objet qui dépend de deux paramètres. Et si on regarde les éléments de matrice, par exemple xx, il va obéir à une certaine équadif qui est celle d'une fonction taux. C'est-à-dire sa primitive logarithmique n'a que des zéros mobiles, n'a aucune singularité mobile. Et ça, c'est, comme il y a une probabilité par derrière, il ne faut pas que cette probabilité s'annule dans un coin, ni qu'elle ait de singularité. Donc, dans toutes les histoires de matrices aléatoires, on cherche des probabilités, etc., d'absence de valeur propre dans un intervalle, des choses comme ça. Donc, on cherche un objet qui va être essentiellement entre 0 et 1. Donc, si cet objet avait des singularités, ça foutrait le bazar. Donc, il est absolument naturel qu'on tombe sur une fonction taux, sur un objet sans singularité. Comment ? Ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas de singularité sur l'axe réel, mais La singularité est mobile. La mobile, tu ne sais pas où elle est, donc il faut qu'il n'y en ait pas. Elle peut dépendre de mauvaises conditions initiales qui fait que la singularité mobile descend du plan complexe sur l'axe réel. Ça, c'est désastreux. il y a beaucoup de choses, parce qu'il y a des équations différentielles, mais après il y a des équations aux différences, par exemple. Ah, ça, c'est un autre monde. C'est toute une industrie, ça. C'est encore une spécialité japonaise, oui. Non, c'est vraiment un autre monde. Hein, Est-ce que c'est aussi bien compris? C'est-à-dire il y a des Hamiltoniens en différence, il y a toute une tour d'équations qui dégénèrent les unes dans les autres. Ben, il y a l'équation maîtresse de Palmvey-6 elliptique de Sakai qui engendre toutes les Q équations, puis toutes les D équations, les équations de différence finie, puis les équations qui vivent sur un cercle, ou différences qui vivent sur un cercle, et qui engendrent ensuite par limite continue les 6 Palmvey. Donc il y a un schéma magnifique qui est dans la thèse de Sakai. Et donc il y a une propriété de Palmvey discrète alors. Oui, oui. Qui n'est pas plus définie que ça. Qui n'est pas plus définie que ça. Disons, quand on a une paire de l'axe discrète, on est content. Voilà. Mais Les équations d'ordre supérieur à 2. j'en ai mentionné une. Il n'y a pas de début de classification. Ah si, c'est parce qu'il manque. Il y a un stakhanoviste qui vit en Australie, qui s'appelle Cosgrove. Disons, Chazy n'avait pas d'ordinateur. Et Cosgrove, qui a des ordinateurs, qui sait bien les faire marcher, a bien avancé la classification des équadifs d'ordre 3 et d'ordre 4, mais un petit sous-ensemble, celles qui sont de degré 1, c'est-à-dire U tierce égale, ou U4 égale tout ce qu'il faut pour qu'il y ait la propriété de Palmvey. Mais c'est tellement vaste qu'il n'a classé que des sous-classes. Alors classer, ça veut dire énumérer un représentant par classe d'équivalence qui a la propriété de Palmvey. Donc si on a une équadif d'ordre 3 qui est par exemple polynomiale dans les dérivées secondes, comme ça a été tout terminé par Cosgrove, on sait décider si oui ou non elle a la propriété de Palmvey, c'est-à-dire on sait l'intégrer. C'est ça l'avantage.
Oui, ils avaient un transparent avec tous les pins levés, mais il manquait P1. Non. C'est bien, il y en a qui ne dorment pas. En 1898, Pinlevé a dit que P2 et P1 c'était la même chose. Et effectivement, P1 c'est celle-ci, où on enlève ça, et P2 c'est celle-ci où on enlève ça. Mais celle-ci a également la propriété de Pinlevé. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ça, c'est Garnier. Garnier, à partir de Pinlevé 6, a engendré 4 équations à 4 paramètres. Parce que dans la doxa, enfin dans ce qu'on lit dans tous les... On ouvre un livre quelconque sur Pinlevé, il est écrit que 6 dépend de 5 paramètres, 5 de 1 de moins, 4 de 1 de moins, etc. Jusqu'à Pinlevé 1 qui dépend de rien du tout. Mais si on conserve, si on applique bestialement la coalescence, on engendre cette liste. Et cette liste a, évidemment, par construction, la propriété de Pinlevé. Donc ça a été mis en valeur par Garnier. Je suis très naïf, je croyais qu'au-dessus de la première, je croyais que c'était ça qu'on appelait lamé. Non, lamé, c'est U égale X. Tu remplaces U par X. Lamé, non, puis lamé, c'est linéaire. Hein. Lamé, c'est ça. Somme de 4 Weierstrass. On peut les appeler θ carré, pourquoi pas, ça ne fait pas de mal. Weierstrass de X. C'est Weierstrass, oui, de pôle d'ordre 2. Plus je ne sais pas quoi. Et plus le paramètre qu'on appelle accessoire. Alors ça, c'est pas lamé, ça c'est Darboux. Lamé, c'est somme de 1 à 1. Et ça a été intégré par un aristocrate, le comte de Spar. Mais la grosse différence, c'est que là, c'est la variable indépendante. C'est pas la variable dépendante. C'est intégrable pour tout lambda? Oui. Parce que, Ça, c'est Heun. C'est Heun. Si on le transforme en coordonnées rationnelles, c'est Heun. là aussi, qu'est-ce que tu appelles intégré? Parce que... Mais ça n'a pas de sens. C'est une équation linéaire, donc elle est... Mais enfin, la solution générale a été trouvée uniquement avec les fonctions sigma de Weierstrass. C'est en ce sens-là qu'elle est un peu plus intégrée qu'une équation linéaire vulgaire. Par de Spar, si tu veux. Parce que Heun, ça contient l'oscillateur anharmonique sur lequel les gens ont passé des dizaines d'années. Alors tu dis que c'est exactement ça. Qui c'est des gens? Lui, Toi aussi. Toi aussi. Marissa elle-même. Si on leur disait que c'était déjà intégré avant, Ça contient oscillateur anharmonique? Pourquoi? Heun, ça contient l'oscillateur anharmonique. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Ah bon? Alors la réponse est oui. De Spar, il y en a des centaines de pages. Mais... Est-ce que tu peux nous parler des fonctions spéciales genre Astin-Macléo ou Critronquet Ah, Astin-Macléo, c'est pareil les deux. oui, j'ai rien préparé là-dessus, mais... Bon, pas le V1, c'est ça.
Et Weierstrass, c'est ça. Moins constante. Donc il existe par une dégénérescence où on tue la dépendance autonome, non autonome, on la rend autonome, il existe une transformation linéaire qui dépend d'un petit paramètre qui applique Pain V1 sur Weierstrass. Donc ça veut dire que les singularités de Pain V1 sont proches en un certain sens de celles de Weierstrass. Dans ce sens, a été matérialisé par, je crois que c'est Garnier qui en a fait l'étude le premier. Et que donc il y a une symétrie d'ordre 5 cachée, c'est-à-dire si on multiplie x par lambda x, il faut multiplier u par lambda puissance 5 u, etc. Il y a une invariance là-dedans. Donc il y a, je peux pas bien dessiner. Si on regarde ce qui se passe à l'infini, génériquement, les pôles à l'infini vont être organisés en quelque chose de doublement périodique dans chacun des 5 secteurs. Et ce qu'a observé Garnier, c'est que si on joue sur il y a 2 paramètres d'intégration cachés là-dedans. Et la fonction u dépendant de manière transcendante, ce qui est très fort désagréable, des 2 paramètres cachés, des 2 paramètres d'intégration. Donc si on joue sur ces 2 paramètres d'intégration, tout ça c'est doublement périodique dans les 5 secteurs. Ce qu'a trouvé Garnier, c'est qu'on peut rendre vide 3 secteurs, c'est ça? Il me semble, hein? Dans ce qu'il appelle la Pain V1 vulgaire, les 5 secteurs sont équivalents, il y a des pôles partout. Il a construit une où il y a, je crois qu'il a vidé 2 secteurs, c'est-à-dire 3 secteurs pleins et 2 vides. Et avec un peu plus d'effort, il n'en reste plus qu'un, hein, c'est ça? 4 pleins, 1 vide. C'est-à-dire donc ici, il n'y a aucun pôle. De là à là, aucun pôle. Et tous les pôles sont quelque part par là. Etc. Et il y a des citoyens, un nommé Costin et puis un autre, Huang, je crois. Un gars de Hong Kong, qui a trouvé une borne inférieure à ce pôle. Donc il y a des problèmes physiques qui mettent en jeu la tritronquée. Donc, mais là, Pain V1 est beaucoup plus difficile à étudier que Pain V6. Parce que Pain V6, il y a une très belle symétrie d'ordre 4. Il y a 2 symétries d'ordre 4 fort agréables. Il n'y a que des points fuchsiens, aucun non fuchsien. Et quand on descend, ça crée le bazar. Il n'y a pas de notion de phénomène de Stokes dans Pain V6, etc. Donc c'était tout ce que j'ai raconté, comme j'ai annoncé, c'est du vieux.